Bienvenue à San Francisco. Oui. Je suis là pour encore une journée. J'étais là hier. Non, parce que je venais de Washington. Ah bon, ça se gère encore. C'est un chemin et puis des anciens des écoles de commerce, puisque comme Fabrice, moi je fais partie de French Alumni Association. Donc il y a aussi bien des ingénieurs que des gens de commerce, des gens de Sciences Po, des gens des universités, il y a des mathématiciens aussi. Nous sommes un petit peu loin de nos écoles respectives, on a créé une association qui est inter-école en fait, trans-école et commerce et ingénieur. La plupart des gens qui sont ici ont dû recevoir un email à partir de Et French Tech, c'est privé ou vous êtes avec le gouvernement? Alors French Tech, c'est pas ParisTech. Ah, c'est... Donc French Tech, je vais pas en parler. ParisTech, c'est une association d'écoles d'ingénieurs. Auparavant, l'IX c'était HEC, mais on fait partie aujourd'hui, donc on fait partie. C'est plus que des écoles d'ingénieurs. Et on travaille sur un certain nombre de sujets, sur la formation, sur la relation d'entreprise, sur la visibilité internationale et sur toutes les questions d'ouverture sociale dans nos promotions d'élèves. Donc ParisTech est installé, il y a un centre qui va s'installer dans le sud. Comment ça va se passer? ParisTech, c'est vraiment un réseau qui est localisé sur 4 endroits, qui sera localisé sur 4 endroits, autour de Saclay, autour de la montagne Sainte-Geneviève, et puis les arts et métiers ont leur vie à eux, et l'école des ponts a sa vie à elle. Dans l'est de Paris, et les arts et métiers sur l'ensemble de la France. Comment vous voyez la création aujourd'hui c'est déjà créé, mais le plateau de Saclay, en termes de ça crée un point de gravité, ils essayent aussi de reproduire un peu le modèle de la Silicon Valley avec l'Océanaris, donc comment vous voyez ça par rapport à vous, quel impact ça a sur ParisTech? Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est le modèle de la Silicon Valley, mais en tout cas, ils n'ont pas supprimé l'aspect gaulois du village gaulois. C'est quand même un sujet intéressant. Et ils ne sont pas partis non plus avec une culture extrêmement forte sur le volet innovation. Donc, c'est plutôt un centre qui va être très fort en sciences de base. Si on regarde les publications Nature et Science de ce site-là, elles sont faites principalement en physique et aux énergies, avec des chercheurs du commissariat de l'énergie atomique et du CNRS qui font de la physique des hautes énergies sur l'océan. Donc c'est assez spécialisé, et des publications en biologie végétale autour de l'INRA. Donc l'aspect université, grandes écoles, etc. pèse moins que ça. Donc c'est une des difficultés. Ça va être un centre très sciences de base sur lequel vont se greffer des écoles d'ingénieurs au très grand nombre, c'est-à-dire en termes de formation d'ingénieurs, ça fait de l'ordre de 2500 diplômés par an, ce qui est plus gros que n'importe quelle school d'engineering. Et à la fois arriver à piloter la diversité des marques, pas faire un machin homogène soviétique qui n'est pas très dynamique, et en même temps donner une cohérence à l'ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que la segmentation en école et en marque n'a pas d'autre logique que celle-là. On peut dire les télécoms, et personne d'autre en fait, en fait c'est pas vrai, d'autres en font. Au ParisTech est à peu près la seule à faire de l'agroalimentaire. Mais il y a quand même, entre Centrale et Lensta par exemple, dans le domaine de la mécanique, énormément de recouvrement. Donc les logiques de marque perturbent un peu les synergies. Les synergies ou les rationalisations. Voilà. Après, ce qui marche bien sur le plateau de Saclay, c'est que les grandes entreprises commencent à s'y intéresser de façon forte. Et donc, il y a depuis longtemps un centre de R&D de Thales. Il y a
toute la R&D d'EDF, quasiment toute la R&D d'EDF se déménage. Il y a la R&D de Danone. Donc ça commence à être relativement attractif. L'ensemble de la R&D d'entreprise, il y a 3 immeubles qui sont centrés sur tout ce qui est innovation et nanotechnologie. Donc il y a des choses qui se font dans ce sens-là. Ça va être un très gros centre de gravité. Je pense que ça va être compliqué à piloter pendant une dizaine d'années pour arriver à donner une cohésion, on va dire, universitaire. L'aspect les entreprises s'intéressent, s'installent, etc., ça va marcher. L'aspect les ingénieurs vont se faire embaucher dans ces centres de R&D, la synergie entre les centres de recherche des universités et des écoles et les entreprises, ça va marcher. La logique purement académique, universitaire, etc. va prendre du temps pour créer une marque qui, d'une certaine façon, écrase un peu les autres. Personne n'a envie de se faire écraser. Et si ça doit s'appeler l'université Paris-Saclay, ça veut dire que c'est ça qui est connu dans le monde, c'est plus l'école polytechnique ou l'école centrale de HEC. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Comment vous positionnez par rapport aux initiatives qu'il y a dans l'informatique de créer une énorme école, une énorme université ici dans la Silicon Valley de développeurs comment s'appelle-t-il? 42 oui. Xavier Niel. Xavier Niel qui a créé ici, qui veut créer 5000 promotions de 5000. Je ne vais pas dire qu'il a fait la même en France, mais il y a aussi. Comment vous positionnez par rapport à les autres? On est moins centré, d'abord, c'est un autre sujet. On ne va pas développer ni dans ParisTech ni dans Saclay des développeurs. On va les calibrer, alors d'abord beaucoup plus varié que ça. Et puis, on va essayer d'être niveau conceptuel supérieur à ça. L'école 42 en France, elle n'a pas encore fait sa preuve de succès. C'est intéressant. Oui, mais concernant le taux de succès pour les étudiants, c'est-à-dire pour les 100 étudiants qui rentrent dedans, combien arrivent au bout? Pour l'instant, c'est pas 100%. Voilà. Et sur ceux qui arrivent au bout, qu'est-ce qu'ils ont comme job? C'est pas gagné non plus. Donc, on va dire que ça va rater. Et la preuve de succès de la chose est pour l'instant pas faite. Et les très bons étudiants, ils continuent alors d'aller soit en classe prépa, soit de partir à l'étranger, pour un certain nombre, et peu vont dans ce genre d'école. On les voit ici, comme développeurs, dans les grandes boîtes informatiques, on les voit ici. C'est pour ça que je pose la question. Il y a un besoin énorme, mais il y a une aspiration des élèves ingénieurs et des ingénieurs des grandes écoles françaises à venir ici pour faire du développement et pour continuer leur carrière dans le développement. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a, non seulement dans le développement, mais dans tout ce qui tourne autour de la technologie informatique, il y a des possibilités extraordinaires pour les ingénieurs. Ceux qui viennent ici, ils restent ici. Oui, on a beaucoup de nos élèves qui viennent ici et qui restent. Donc pourquoi ne pas créer un pôle identique ou de s'associer avec des initiatives comme celle de Niel? Je pense que c'est pas le sujet, c'est-à-dire que le sujet, c'est les emplois derrière. Bien sûr. Et les emplois, ils sont plus ici sur ce genre de choses qu'à Paris. Donc moi, les jeunes que je vois bouger, j'en ai vu hier, j'en ai vu à New York il y a quelques jours. Ils viennent ici, et ils y restent surtout parce que la capacité de développer des carrières est supérieure. Pas nécessairement pour la formation. Ouais, par rapport non plus au fait qu'il y ait des opportunités. Trouver un job en tant qu'ingénieur en France c'est facile, mais avoir une carrière qui me fasse envie, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que la plupart des gens qui partent, enfin moi c'était mon cas, les gens avec qui j'ai pu discuter, les gens c'était le cas pour vous aussi, enfin les gens qui ont discuté, c'est plutôt ce qu'on peut faire au cours de la carrière. Et pour revenir à l'école 42, là où c'est très différent, c'est qu'eux ils ne font pas pour avoir un diplôme. Enfin, la mesure du succès, il faut regarder un peu comment on définit ça, mais ils forment surtout sur des compétences. Et donc c'est de l'appliquer, c'est pour les entreprises. Donc la recherche fondamentale par exemple.
C'est gratuit aussi, non? Ouais, alors pour l'instant, ça c'est un échec parce qu'il n'y a pas de business model. Xavier, quand on lui demande, il dit bah, pour l'instant, c'est pas faire de crédit. Quoi. Il y a l'incubateur qui va se créer, qui va finalement recycler ses talents dans ces startups. C'est ce qu'il veut faire à la fin. Ouais. Mais bon. C'est un investissement, vous avez les moyens. Sur le besoin du marché qui va vers l'innovation, dès que le plateau de Saclay va pas l'angle d'innovation, est-ce que ParisTech, à l'inverse, parce qu'il n'y a pas l'aspect technologie, innovation qui passe par l'informatique? Non, mais il y a aussi qui passe par l'investissement financier. Et ce qui manque en France, c'est du capital fluide pour investir dans les projets. Il n'y a pas de risque. Ce qu'il y a ici. Donc, comment se positionne ParisTech par rapport à cette problématique-là, que ce soit de formation ou d'investissement? On peut former à l'innovation, on le fait. Simplement, quand on réussit, les gens viennent ici. Alors, c'est un problème ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas former les entreprises? Mais c'est pas gênant qu'ils viennent ici, parce qu'il y en a aussi qui retournent. Et c'est un cercle vicieux, parce que si on n'arrive pas à avoir de l'innovation en France, les ingénieurs vont se tirer, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux que les métiers classiques d'ingénieurs. Donc si on n'arrive pas en France à motiver les financiers, les banques, etc., à créer le même circuit de private equity et de financement des startups que ce qui peut exister ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, à Hong Kong ou ailleurs, c'est sûr que c'est mort. Et toutes les belles paroles du gouvernement qui nous disent qu'il faut développer l'innovation et la créativité en France, c'est du pipeau. Donc, qui est-ce qui va prendre l'initiative en France de faire bouger les choses pour que ce cercle vicieux, on en sorte? Parce que moi, en tant qu'ancien ingénieur, il a fallu que j'apprenne moi-même l'informatique. Je sais pas. Mais pour vraiment construire ma carrière. Donc, quand on crée un truc qui s'appelle ParisTech, on a l'impression que derrière, c'est la technologie, de l'innovation. Donc on se dit, ça va aller dans le bon sens. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas ça. C'est marrant. Non, mais on ne peut pas tout seul. Donc nous, on fait notre job de recruter des étudiants, de les former correctement et de les placer sur le marché du travail international. Après, il y a d'autres segments de l'État qui doivent bosser. Et la société économique française, il ne faut pas nous demander de faire 100% du job. Voilà, c'est comme si j'étais un banquier, je ferais mon métier de banquier. Je ne suis pas banquier. Non, mais moi, je ne demande pas que ParisTech fasse 100% du job. Je me dis, est-ce que quelqu'un va prendre l'initiative de faire bouger les choses en France de façon plus rapide? Parce que le cycle économique est beaucoup plus, 10 fois plus rapide, 100 fois plus rapide que ce qu'on a pu connaître en France dans les années 60 ou 70. Est-ce que quelqu'un va prendre cette initiative pour faire bouger? Et ça peut être justement à partir d'une initiative d'éducation, de formation. Mais ça peut être toi, hein. Il ne faut pas compter sur les autres. Je suis trop vieux non. pour faire ça. Pourquoi il n'y a pas d'âge pour commencer? Je suis désolé, j'ai d'autres centres d'intérêt. Ah bon, bah. Non, mais bon. Sur la question de la création d'entreprises en France, en fait, on a un rythme au niveau européen qui est très bon. Il y a la question de la survie, c'est un autre sujet. C'est sur ce segment-là qu'on n'est pas sur le volet que ça sort des universités ou des écoles, d'avoir des projets de start-up qui décollent, est plutôt très bon. Et après, il y a tout un écosystème qui n'existe pas et qui, il y a 40 ans, n'existait pas non plus. Qui est à créer. La question de qui, j'en sais rien, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Quelle est la place de ParisTech dans cet écosystème? On commence à avoir quelques anciens qui comprennent, alors que ça soit Niel qui n'est pas un ancien, mais Patrick Drahi qui en est un, etc. On commence à comprendre qu'ils ont à réinvestir, parce qu'ils ont gagné la compétence, mais aussi par la formation. Qui commencent à jouer ce jeu-là. Ce qui est naturel dans ce pays-là n'est pas naturel en France, et donc il y en a quelques-uns qui s'y mettent, mais
faible. Donc ça amorce. Aujourd'hui, c'est aussi énormément d'initiatives privées qui doivent venir. Ça ne peut pas être l'État qui décide. Et toi, l'État, il doit se contenter de ne pas empêcher. Ça, c'est vrai. Chez les médecins, je crois qu'il y a un truc qui est d'abord ne pas nuire. L'État, il doit commencer par ne pas empêcher et éventuellement inciter. Aujourd'hui, les anciens, ils investissent dans l'art, c'est très bien. Eux dans l'éducation, eux dans l'innovation. La fondation Louis Vuitton est super beau. Moi, comme ingénieur d'écran, je suis content. Mes élèves et mes anciens élèves ont participé à ça. C'est magnifique. Mais c'est pas la même chose qu'investir dans des startups qui sortent d'université de l'école. Ouais, c'est-à-dire la France c'est beau, mais on a plus l'impression de vivre dans un très beau musée que de vivre dans un pays où on peut vraiment Faire quelque chose. Quoi. Il y a des raisons fiscales aussi qui sont peut-être pas optimisées. Là, vous parliez des œuvres d'art. On sait pourquoi, c'est parce qu'à l'ISF ça rentre pas dedans. Alors que dès qu'on crée une société qui prend un peu de valeur, hop, on est rattrapé par la patrouille assez rapidement. Donc forcément ça brise un peu les ailes. Quoi. Un point qui est positif, c'est qu'on voit, ici, j'ai l'impression que quand même les jeunes diplômés français sont plutôt très employables en Silicon Valley et à l'international. Quel est le pourcentage à l'heure actuelle d'étudiants issus des écoles de Paris Tech qui vont à l'étranger et combien en reviennent? Parce qu'il y a le retour aussi. C'est des questions compliquées. Donc, moi, je sais dire pour mon école combien partent à l'étranger en première poste. C'est de l'ordre de 30%. C'est en augmentation? Oui. C'est en augmentation? Alors, ça a redescendu un peu. La chronique sur les 4 dernières années, c'était 17%, 27%, 37%. Non, je ne sais pas. Bon, j'ai des étudiants étrangers. Ce qui est positif, mais c'est Bah, une chose de positif. Enfin, je forme mes étudiants pour qu'ils soient employables à l'étranger. Donc vous êtes directeur d'une école? Ah, d'accord. Les autres écoles, je ne sais pas. Je ne peux pas parler. Après, le taux de retour, c'est difficile à mesurer, c'est à quelle échéance, etc. Il y en a quand même qui restent. Alors, quand ils vont se il y a quelques étudiants qui ont mal, anciens étudiants qui ont mal du pays, qui sont en Afrique unique, c'est plutôt des chantiers d'exploitation. Quand ils sont à Singapour, d'autres de Singapour, et partir en Europe, sinon, moi, je pense que plutôt beaucoup qui sont restés. Pour vous, quel est le sujet devenu quand vous faites un truc comme ça? Là, vous êtes là 3 jours. Qu'est-ce que vous cherchez à en tirer? Alors, 3 choses. Je vois les universités qui accueillent mes étudiants, et là, ce qu'il faut faire le plus, si ce qu'on fait est bien, si on fait le point de partenariat. Je vois les anciens élèves pour à la fois ce qui se passe en France et puis avoir un feedback de ce qui se fait ici. Et puis je regarde comment fonctionne les écosystèmes d'innovation pour voir si on est capable de développer de nouvelles. Quelles sont les universités aux États-Unis et en particulier dans la Silicon Valley qui accueillent des étudiants? Stanford et Berkeley. Ailleurs, Columbia. On est en train de développer des choses avec l'UIC Urbana-Champaign. Urbana-Champaign. Voilà, mais il y a d'autres écoles de Paris Tech, ça va être sur d'autres sites. Georgia Tech, par exemple, pas mal de partenariats avec la France. Ils sont à Metz, oui, mais un pôle à Metz. Oui, mais on a des relations avec le campus français, mais aussi avec leur campus. Et Caltech, vous êtes en prise avec eux ou pas? Alors Caltech, non X, oui.
Gigiou et Mayonetti. Tout à fait. On en a des beaux. Quel est le gros chantier pour les 5 prochaines années pour Paris Tech? Le grand chantier pour les 5 prochaines années, c'est de garder sa cohésion, puisque en même temps qu'on est une association, réseau d'écoles, des choses qui nous rassemblent, on est chacun sur notre politique de site, avec une intégration à faire sur Saclay, une intégration à faire autour de l'école normale supérieure et de la montagne Sainte-Geneviève. Et donc la question, ça va être comment Paris Tech pousse sa plus-value de façon transversale à cette politique, cette politique de campus. Et donc les moyens pour prouver sa plus-value? Les moyens pour prouver sa plus-value, c'est d'être intéressant pour les industriels. On a aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien avec Chrono-Nissan. On n'aurait pas été capable de faire chaque école séparée, et que chaque site séparé, ça aurait été difficile aussi. On fait deux choses. On a une grosse thématique avec eux sur tout ce qui s'appelle mobilité électrique, donc les nouvelles voitures automatiques, électriques, et à la demande. Et donc la question c'est comment on fait les batteries, donc ça il y a des écoles de chimie qui bossent là-dessus, c'est quels sont les process industriels, donc il y a des écoles comme l'école des lignes, certains métiers qui s'intéressent beaucoup, quelles sont les politiques de mobilité qu'on met en place, quels sont les réseaux d'énergie et de recharge qu'on met en place, quels sont les business models, bon, et ça on est sur les 10 écoles, on est 6-7 à adresser le sujet, et ça fonctionne très bien. Et en même temps, on met des cursus de formation continue, à la fois sur le véhicule électrique et sur la mobilité en énergie, qui vont former les cadres de Renault et de ses partenaires sur ces filières-là. Ça, c'est le bon exemple de ce qu'on est capable de faire pour une grosse industrie. Est-ce qu'il y a une vision plus large? Je sais pas, par exemple, c'est des écoles publiques, donc peut-être avoir des programmes qui sont plus rattachés à des aspects politiques de l'État français, par exemple l'indépendance énergétique, pas forcément les véhicules électriques et la mobilité durable, mais je sais pas, l'énergie verte. Alors ça c'est d'autres sujets, simplement l'État étant un pécunieux, il faut, si on veut développer ce genre de programme, il faut qu'on le développe avec des entreprises, de toute façon. Puisque l'État va pas financer. Il n'y a pas des intérêts à avoir une indépendance énergétique aujourd'hui vis-à-vis de la conjoncture? La réponse est oui, et à la question, et en face de cet intérêt, combien d'euros l'État met-il? La réponse est pas grand-chose. Mais est-ce que ça pourrait pas être une mission de Paris Tech, par exemple? Non, mais Paris Tech ne met pas d'argent. Paris Tech est... Non, mais de promouvoir le consommer de besoin... l'argent sur des sujets intéressants. De promouvoir le besoin d'avoir une politique nationale d'indépendance énergétique et d'utiliser l'ingénierie. Non, mais le sujet est un peu différent. C'est-à-dire que les politiques sont convaincus qu'il faut être dépendant d'investissement. Alors après, certains les convainquent que du coup il faut faire du nucléaire, encore plus de nucléaire et du nucléaire. Tous n'y arrivent pas. La question c'est vraiment de faire comprendre aux politiques qu'il faut dépenser de l'argent de façon importante en R&D sur ces sujets-là pour faire la différence. C'est pas se contenter de dire c'est les Danois qui font la recherche sur les éoliennes, on n'achète pas les éoliennes. Et est-ce que c'est une mission que Paris Tech pourrait prendre? On fait le lobby pour avoir de l'argent. C'est un sujet. Simplement, il y a beaucoup qui font du lobby, il y a peu d'argent. Donc, ça, l'État ne se laisse pas convaincre comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis juste comme ça. Il y a un grand discours. Moi, je suis sous tutelle du ministère de l'écologie. Donc, il y a un grand discours sur le verdissement, tout ce qui peut être verdi. Le résultat, c'est que le ministère de l'écologie est un des plus brimés en termes sur le budget.
Voilà, donc soit on écoute les discours politiques quand on veut, soit on regarde la réalité des faits et on se dit ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose. D'accord. Donc, après, c'est pas une question de mettre dans la bouche des politiques les mots qu'on veut entendre, parce que ça, on y arrive. La question, c'est de le mettre dans le budget, c'est ça, on y arrive. Donc, si je comprends bien, le principal challenge que vous avez, c'est les finances. Donc globalement, comment vous faites pour financer? non mais c'est pour ça que pour nous, la relation monde industriel est cruciale. On est convaincu, à tort ou à raison, qu'on aura très peu d'argent en plus de l'État. L'argent qu'on aura, c'est par la qualité de nos produits, que ce soit de la formation internationale, ou de nos travaux de recherche et d'innovation. En ce qui concerne les étudiants internationaux, est-ce que ça peut être une source de revenus d'en avoir plus ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en tirez, vous, de ça? C'est une très bonne question. Alors, c'est important dans leur c'est important dans leur niveau. on n'a pas de politique unique sur la question. D'abord parce qu'on n'a pas de politique unique même sur les étudiants français. Même si les droits d'inscription sont montés, puisque les écoles d'ingénieurs peuvent un tarif à peu près jusqu'à 3 000 €. Alors c'est quelques années, c'est 8 000. Voilà, à 30 000. Pour les étudiants étrangers, il y a une première logique qui est de dire on prend des étudiants étrangers et on les forme à l'ingénierie française parce que c'est utile pour les entreprises françaises quand elles sont implantées à l'étranger. L'exemple que je prends souvent, c'est Saint-Gobain au Brésil, je lui forme des ingénieurs brésiliens à l'ingénierie française. Ils ont la culture de l'entreprise dans Saint-Gobain et ils savent parler à l'ensemble du secteur de leurs partenaires et de leurs clients quand ils sont au Brésil. Une des raisons pour lesquelles on le fait, c'est que c'est utile à l'entreprise française qui se mondialise. Une deuxième raison, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle de l'internationalisation à domicile, c'est-à-dire faire frotter les étudiants français aux étudiants étrangers. On peut les envoyer à l'extérieur, mais il y a aussi à faire le travail chez soi et à faire bénéficier en France aux étudiants français des étudiants étrangers. Alors après, il y a deux politiques pour recruter des étudiants. Il y en a qui est, partie des écoles fait, qui est de dire, nous ce qu'on veut c'est recruter les meilleurs étudiants, donc on leur fait une offre financière raisonnable, voire on leur fait cadeau d'ensemble de leur droit d'inscription, s'ils sont très bons. Et s'ils ne sont pas bons, pas qu'on les fait payer, c'est justement le première politique. Du coup, on les met dans nos programmes de formation d'ingénieurs, qui sont les meilleurs programmes, et ils sont avec les autres. Il y a une autre politique qui est de dire les étudiants étrangers, c'est une tâche machine, on a une étiquette de valeur qu'on vend, et donc on fait des programmes dédiés aux étudiants étrangers parce qu'on ne peut pas les mélanger avec nos étudiants parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Et on les fait payer le prix qu'ils seront capables de payer pour avoir le label. Donc on mélange un peu les deux, on est plutôt globalement sur la première logique, les logiques d'excellence. Et on est peu passé sur une logique plus financière. Après, on a des progrès à faire. On a un certain nombre d'écoles de ParisTech à avoir beaucoup formé de financiers, formateurs financiers, dans des masters à 400 €. On prend des étudiants étrangers, on leur délivre une formation qui vaut 20 000 € l'étudiant, on leur paye 400 €, on les envoie à Londres ou à New York. Ça dépend, est-ce qu'ils font du mécénat, s'ils renvoient... Le contribuable français se fait plumer complètement là-dessus, pas du tout. Parce que si, pour les étudiants internationaux, il y a un gros gap là. Non, mais je sais bien, mais voilà. On est en train de transformer cette culture, mais il faut bien voir que le corps des professeurs résiste aussi. L'objectif, c'est d'avoir une politique homogène à ParisTech dans ces cas-là, ou est-ce qu'il restera une politique propre à chaque école? Alors, on essaye d'avoir une politique homogène sur les droits d'inscription pour ne pas se faire de la concurrence sur les prix.
c'est d'abord utile pour les étudiants français avec le système des concours, pour éviter que les étudiants choisissent leur école en fonction du prix, mais continuent à choisir ce qu'ils pensent de faire. Pour les étudiants étrangers, on essaye aussi d'avoir une politique commune, ne serait-ce que parce que dans un certain nombre d'endroits, en Chine, au Brésil, en Russie notamment, on recrute ensemble. On fait la recrutement coordonné. On peut passer des tests UCL, on va faire des auditions, et on y va ensemble des écoles de Paris Tech. Dans ce cadre-là, c'est compliqué d'avoir, alors on a des droits un peu différents, mais c'est compliqué d'avoir une école à 1 000 € et une école à 20 000 €. Même pour les étudiants étrangers, on essaye d'avoir une politique qui... Est-ce que vous avez des programmes pour lancer du fundraising comme ça existe ici? Je crois que Centrale, pour son campus sur Saclay, a lancé un fundraising pour la construction du campus. Beaucoup d'écoles en font. Après, c'est une question de culture chez les anciens élèves. J'ai pas la culture qui est voilà, l'école polytechnique par exemple est contente quand elle sort 3 ou 4 millions par an. Stanford, on a dit, ils ont fait 1 milliard par an. Oui. Il y a encore un peu de place pour du progrès. Et vous disiez que vous formez les élèves principalement pour qu'ils partent travailler à l'étranger. C'est quoi la stratégie en fait derrière ça? On forme pour qu'ils soient capables de travailler dans des entreprises internationales et donc qu'ils soient capables de s'expatrier. On ne forme pas pour qu'ils s'expatrient. Ouais, mais du coup vous avez un grand nombre d'élèves. Parce que si à l'envers je les formais pour qu'ils soient incapables de s'expatrier, je ne sais pas. Ouais. C'est combien d'élèves dont vous parlez? Vous avez combien d'élèves? J'en diplôme 250 par an. Paris Tech, j'en diplôme globalement 500 et 2000. Vous avez plusieurs écoles, c'est ça? Donc combien d'écoles? 3500, c'est combien d'écoles? 2500, c'est 10 écoles. 10 écoles dans la France? En Ile-de-France. L'ensemble des écoles d'ingénieurs en France, c'est 35 000 diplômés. Tout compris, privé et public. Et vous pouvez nous rappeler les 10 écoles en question? Alors Paris Tech, chaque fois qu'il y a une niche, on oublie un. Jusqu'à 9, ça va y aller, et puis le 10e, je vais avoir du mal. Donc il y a les mines, les télécoms, Paris Tech à chaque fois, NSAE, Chimie Paris, le SPCI, Agro, donc les arts et métiers, et voilà. C'est sorti. Et Suboptique, ainsi que l'IOGS. Et c'est le même programme partout? Maintenant, chaque école a son programme. Donc en fait, vous vous fédérez pour être plus puissant, pour avoir une harmonisation, non. En résumé, c'est on a une marque commune qui, notamment à l'étranger, a une valeur importante. Ça c'est du marketing alors. Oui, mais ça sert à recruter des étudiants étrangers. Si je posais la question autrement, c'est qu'est-ce qui a justifié la création de Paris Tech et c'est comment vous définissez votre mission? Et comment vous définissez derrière ça la mission de Ponts et Chaussées? Alors c'est difficile. Oui, alors, parce que les écoles existaient avant Paris Tech. Donc Paris Tech, ça a été créé dans le début, ça ne s'appelait pas Paris Tech, ça s'appelait le groupe des écoles d'ingénieurs de Paris. Ça a été créé dans le début des années 90 et l'idée était, à ce moment-là c'était très intramuros, les 3 premières écoles c'était les ponts, les Saint-Père, les mines, par Saint-Michel et le SPCI avec tout loin. Assez concentré. L'idée était de réfléchir à créer un campus unique et à permettre beaucoup de circulation des élèves d'une école à l'autre. On va avoir des cours ce genre de choses. Et puis c'était une époque où les écoles redécouvraient la recherche, puisqu'il y a un certain temps, les écoles avaient 40 ans, 30 ans. À l'époque. Ça c'est l'histoire de Paris Tech. Ça c'est
renforcée avec un certain nombre d'écoles qui ont adhéré au projet. À un moment, il y a eu l'idée de mettre toutes ces écoles sur un seul campus et de plus ou moins de les fusionner sans les fusionner, on va dire. Ça va créer une espèce d'établissement d'enseignement supérieur de visibilité mondiale. Bon, ça c'est pas fait comme ça pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs, ont très fortement refusé l'idée que les écoles se replient sur elles-mêmes et refusent de parler aux universités. Alors que le projet avait été présenté comme ça. C'était assez maladroit. Et le deuxième, c'est que les écoles elles-mêmes n'y croyaient pas. C'est-à-dire qu'elles voulaient bien se rassembler pour être avec les universités, mais à condition de rester chacune elles-mêmes. Et par exemple, on voulait bien hors de question de retravailler les cursus d'ingénieurs à l'intérieur de cet ensemble. Voilà. Problème purement humain ou c'est rationnel? Ça peut être la même chose. Mais non, c'est pas des questions de personnes. C'est des questions politiques. Non, c'est des questions de Ego. c'est des questions d'ego, d'association d'anciens élèves, si je veux faire rapide. Voilà. On ne mélange pas les fils avec les mines avec les bons avec les bons. Bon, je peux vous faire toute l'histoire. Enfin, en gros. Or, l'union fait la force. Oui, mais l'union toujours derrière le plus fort, et comme on n'est pas tous d'accord sur qui est le plus fort. Oui, bien sûr. Et juste une question, je fais un parallèle avec Lyon. Des partenariats avec des écoles de commerce, puisque Lyon, il y a l'école centrale de Lyon qui est un partenariat très fort avec l'école de management de Lyon. Est-ce que vous avez envisagé des rapprochements ou des partenariats avec les écoles de commerce? Non mais là il y a encore ce genre de questions sur des aspects très intégrateurs. HEC était dans ParisTech et puis on est sorti parce qu'on a considéré que pour sa politique de marque c'était pas utile d'avoir ParisTech à côté, de toute façon on ne travaillait pas. Ça n'empêche pas les écoles d'ingénieurs, par exemple Centrale a un partenariat assez fort avec l'ESSEC. On est un certain nombre d'écoles de ParisTech à avoir des relations assez fortes avec HEC et à avoir des doubles diplômes avec HEC. Des ingénieurs qui font en 2 ans de plus ont les 2 diplômes, alors soit Centrale l'ESSEC, soit Télécom ou HEC, etc. ou HEC qui vient faire de l'économie par exemple. Donc ça c'est des partenariats qui existent, qui marchent bien. Après, ce n'est pas des partenariats qui vont dire on se met sous la même marque et on fusionne au business. Voilà. Et en termes de recrutement, vous avez mentionné au début la diversité. Est-ce qu'il y a dans un autre domaine, il y a Sciences Po qui a un programme sur l'accès à des élèves est-ce qu'il y a une démarche de cette manière-là sur ParisTech? C'est un programme qui est un peu cosmétique du côté Sciences Po et qui marche à la taille de Sciences Po. Ce qu'on fait dans ParisTech, alors comme on recrute en classe prépa, on ne peut pas directement résoudre notre problème comme ça. Par contre, ce qu'on a fait, c'est un internat d'excellence qu'on a initié ensemble et qu'on fait avec l'Université d'Orsay, sur lequel on a recruté, donc c'est un bachelor, c'est un programme de licence sur lequel il y a 70% de boursiers et qu'on amène jusqu'au niveau de la licence et qu'on place dans les meilleures écoles possibles compte tenu de leur parcours. Après examen aussi, après examen sur dossier. Et donc il y en a la première promo qui est sortie cette année, un tiers qui sont allés dans les écoles de ParisTech, un tiers qui sont allés dans les universités de second niveau. Ils sont à 80% si tu fais bien placé. Ça représente combien d'élèves par an? C'est 60 élèves. Mais c'est du coup humain et c'est vraiment compliqué de faire parce que il ne s'agit pas d'aller chercher des mentions très bien en bac de toute façon avec le concours. Il s'agit d'aller chercher dans les lycées pour lesquels les profs n'ont pas l'habitude de dire à un étudiant qui est bon, vas-y, inscris-toi en classe prépa ou vas-y, etc. Mais on va dire plutôt pas sûr qu'un BTS, si la main en 2 ans, c'est voilà. Si tu mets tes parents avec une suivre, tu auras un diplôme. Donc il faut aller chercher ces étudiants-là, repérer les bons, mais surtout repérer ceux qui ont un potentiel un peu différent.
c'est-à-dire pas juste des gens qui sont super bons en maths, mais des gens qui peuvent être innovants, qui peuvent être créatifs, des choses comme ça. Et puis, après, c'est un internat sur lequel la pédagogie n'est pas du tout la pédagogie qu'on en prépare. Il va y avoir beaucoup de travail au projet et avec une façon d'apprendre différente qui va les amener jusqu'à un niveau de licence et avec une formation qui est adaptée à la façon dont les gens choisissent et qui n'est pas juste on met en classe prépa et débrouillez-vous. Ça, je sais que ça va marcher. Mais donc cet internat d'excellence, outre le fait que vous avez sûrement des critères de sélection, et au-delà des aspects logistiques, comment vous faites pour faire en sorte que ça fonctionne, que ça plaise à différents niveaux? C'est-à-dire peut-être que je m'exprime mal, un internat d'excellence, c'est normalement de la logistique, c'est regrouper des gens à un même endroit. D'accord. Et quand vous voulez regrouper à un même endroit, c'est non seulement l'aspect logistique d'hébergement, mais aussi l'aspect de mise en commun, de cours, d'expérience, de cursus, comment ça fonctionne. Donc, là, on a eu un financement de l'État, par contre, ce qui nous a permis de recruter du personnel. Donc, il y a à la fois des professeurs qui savent faire cours, mais il y a des élèves des écoles qui viennent faire du tutorat. Et donc qui permettent de faire en sorte que les jeunes ne laissent pas tomber, s'accrochent dans leur formation. Et puis il y a nos enseignants chercheurs qui proposent des projets, qui participent aussi à l'animation. C'est quelque chose qui est plutôt en moyenne main, mais pour lesquels on a une financement. Qui est amené à s'agrandir Alors, 60 sur 2500 ça paraît pas... Non mais c'est amené à s'agrandir, ça peut croître un peu, après il y a des questions de mètres carrés, voilà, c'est vraiment logistique, et puis il y a des questions de dynamique de groupe. On n'a pas la même dynamique de groupe avec un groupe de 40 ou 60 et avec un groupe de 300. Donc à ce moment-là, il faut segmenter. Et aujourd'hui, c'est combien d'élèves votre Internet d'excellence? Donc c'est 60 par an. 60 par an? C'est entre 40 et 60 par an. Donc l'horizon d'hiver est regroupé à un endroit avec un principe de tutorat pour les accompagner et mettre en place Donc il y a à la fois la formation par projet, il y a du tutorat, et puis l'aspect internat, qui sont vraiment ensemble, sortis de leurs divers milieux, personnels, familiaux, etc. Et l'entrée se fait à quel niveau, l'entrée dans l'internat d'excellence? C'est post-bac. C'est post-bac, donc ça veut dire que c'est tout de suite après le bac ou ça peut être pendant les 2 ans de prépa? Non, c'est tout de suite après le bac. Tout de suite après le bac? Quand il réintègre l'école après, c'est après donc licence de 3 ans, il réintègre au niveau post-prépa, première année. Donc il y a une passerelle éventuellement pour quelqu'un qui aurait commencé un cycle d'études supérieures pour intégrer l'internat d'excellence après ou pas? Ou c'est pas possible, c'est perdu? Et à l'origine, comment on pose sa candidature? C'est vous qui allez chercher l'élève ou c'est l'élève qui pose sa candidature? Comment ça marche? On peut des élèves volontaires, donc personne n'est forcé de venir, donc il y a un moment où ils candidatent. Mais on travaille aussi avec les lycées pour aller identifier, on fait de la pub sur ce qu'on fait, et pour aller identifier les étudiants qui peuvent être intéressants pour ce programme-là. Bon, après, ils candidatent, ils sont recommandés par leur prof. Voilà. C'est vraiment un sujet d'actualité pour moi parce que mon fils a eu son bac, mais moi je ne savais pas que ça existait. Est-ce que c'est listé dans un PB? Enfin, comment ça marche? Vraiment, je me pose des questions par rapport à ça. Je me dis, il a peut-être appris quelque chose, il aurait peut-être pu, s'il avait eu connaissance. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. 3 ans que c'est fini. Donc, la PB, je n'ai pas regardé, mais c'est assez ciblé quand même, catégorisation professionnelle défavorisée. L'objectif premier, c'est un objectif d'ouverture sociale et donc de faire venir dans nos écoles, in fine, des gens dont les parents ont les moyens et surtout de la culture les pousser à étudier.
Les moyens pour étudier en France, pareil ici, par exemple, c'est pas très bien. Il y a quand même des familles pour qui c'est un problème, ne serait-ce que vivre un an à Paris, c'est quand même difficile. En revanche, il y a des familles pour lesquelles la culture de l'éducation n'est pas du tout un objet naturel. Donc travailler avec les enseignants à la fois vis-à-vis de l'élève et vis-à-vis des parents, leur dire votre fils, votre fille, où elle veut le foutre, où elle le faire, et ça va être très très décoloré, ça ne sera pas un million parmi 30 000 à la fac, etc. Ça rassure. Ça veut dire qu'en amont, il faut vraiment qu'il y ait un travail de repérage, que vous ayez des relais. Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les équipes enseignantes. C'est qu'en fait, après, dans les autres steps que j'ai lus, c'est que. En fait, on fait parce qu'on a aussi des coordonnées de la réussite. C'est nos élèves qui vont soit faire du tutorat, soit faire de l'ouverture filière, auprès de jeunes de lycée. J'aurais pas fait collège. Enfin, non, forcément. L'école, c'est de la 3e à la terminale. On va dans les lycées du voisinage où les jeunes viennent à l'école des ponts et on leur fait du tutorat et puis on leur fait des programmes de visite industrielle ou de visite à la Cité des Sciences et Patrimoniales, ce genre de choses. Ouais, le périmètre, c'est vraiment l'Île-de-France ou c'est Paris intramuros? Comment? Pour identifier les... Dans le périmètre de Paris-Tech, c'est l'Île-de-France. Comment se décline les démographies, toute formation confondue, chez Paris Tech, notamment en termes d'âge? En termes d'étudiants, c'est globalement très jeune. C'est-à-dire qu'en termes de formation continue, il est finalement pas unique, c'est une offre énorme. Continuer à distance. Alors, moi, j'ai pas la vision complète des écoles. J'en ai parlé pour la mienne. Pour la mienne, j'ai 250 diplômés ingénieurs et 80 Allez-y. Ensuite, j'ai 200 diplômés master spécialisés. Donc ça se donne entre 30 et 45 ans. J'ai des 200. Oui. Pas autant que ceux en formation INTER. Oui, en termes de nombre de diplômés. Comme c'est des programmes. Oui, c'est plus facile. Et puis j'ai moins d'étudiants. Et en termes de nombre de diplômés, c'est à peu près équivalent. J'ai un MBA, j'ai une relation, c'est tout. Entre 45 ans. Je vais lui laisser, tu laisses je l'envoie le lendemain. Et puis après, je fais la formation continue. C'était dans la relation. Sur des sessions c'était dans le transactionnel. Tu vois, tu lui as posé une question. Tu n'as pas du tout. Tu l'as pas invité à avoir un dialogue avec lui. C'est la sensibilisation. Pas forcément, ça peut être aussi la remise à jour sur les normes techniques, spécifiquement sur la nouvelle réglementation sur le tertiaire. Quand vous voyez des étudiants étrangers, il y a plus dans la partie préparation au master spécialisé que dans la formation d'ingénieur, j'ai 30% d'étudiants étrangers. Dans le reste de la formation, j'ai 50% d'étudiants Quand j'ai commencé à l'école d'ingénieur, on m'a toujours dit un ingénieur en France prend en moyenne 5 métiers. Aujourd'hui, j'ai pas 30 ans, j'en ai fait 4. J'imagine que je vais en faire une bonne quinzaine. Est-ce que vous êtes adapté à ça? Quelle est votre vision de ça? Aujourd'hui, on voit les MOOC apparaître, les MOOC, alors ici en France il y a FUD, pour la formation continue et avec en plus si on parle d'informatique où là le cycle des technologies est assez court, ce qui fait qu'en termes de compétences permanence, ça va peut-être être le même métier mais en termes de compétences techniques je dirais en permanence.
Moi aujourd'hui, à part les MOOC ou les MOOC ou Internet, je ne vois pas comment je peux m'adresser à une université pour avoir ma formation continue qui suive ces cycles technologiques. Et je me demande, est-ce que vous envisageriez que ça soit votre mission un jour? Est-ce que non, oui, non, enfin, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Il y a plusieurs choses. Bon, les MOOC, mais pas l'argent. Oui. Non, mais c'est un exemple, mais ça répond à un besoin qui est que... Alors, la première chose, c'est qu'on change un peu nos formations. Que ce soit les jeunes soient plus formés à apprendre par eux-mêmes que d'apprendre avec il y a déjà cette partie-là. La formation cognitive. On formalise beaucoup plus qu'avant et apprendre. Reste que les contenus qui sont utiles notamment, on ne les connaît pas aujourd'hui. On ne va pas former il faut apprendre à apprendre. C'est quelque chose qui nous regarde. Ensuite, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Soit à distance, soit pas à distance. Après, il faut mélanger les deux. À distance, que ce soit des MOOC, que ce soit des systèmes payants. Nous, ça nous demande aussi d'investissement. Une heure de MOOC, c'est 100 €. Donc, un cours de 40 heures, ça coûte aussi cher. C'est 800 € de boulot. Et en gros, il faut faire tous les 2 ans. C'est des choses qui sont faites sur un certain nombre de sujets. La question, c'est comment on se positionne, qui va faire la même chose que lui a fait. Si tu n'as pas gagné d'argent, ça peut les autres en perdre. Mais est-ce que vous, la vision de ces écoles-là, est-ce que ça va vers la cherche à faire un certain nombre d'écoles, c'est des choses du genre, c'est la et puis, les formations continues de type MBA ou master spécialisé, nous on les fait, c'est vraiment les faire pour les professionnels. Il y a des choses qui vont prendre un week-end par mois pendant 10 mois. C'est une semaine tous les 2 mois. L'objectif aussi, c'est de faire de San Francisco à Paris. C'est compliqué et cher, mais il y a du Maroc à Paris par mois. On fait ça, et après il y a du travail du homework collectif. Et ça se débrouille assez souvent pour que ça soit lié au business de l'entreprise quand c'est du homework individuel. L'employeur n'y vient pas. Enfin, voilà, on arrange. On sait faire de la formation, c'est mais c'est même des masters spécialisés qui le mettre par exemple de l'immobilier, l'économie de l'immobilier. On a un master comme ça, on prend les gens un week-end par mois. D'accord. À Berkeley, il y a un master ici aussi. C'est fait aussi une semaine tous les 3 mois et sinon le reste fait non, mais il y a pas mal de... En fait, ce qui va marcher, et ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment le mélange entre la formation produit numérique de formation, d'une façon ou d'une autre, et du présentiel, mais avec un présentiel qui est beaucoup plus valorisé comme utiliser finalement l'info et l'apprenance des professionnels ou des élèves pendant 2 heures à un écrit au tableau qui est imaginer à changer de manière fonction des conditions pour ça, c'est vraiment en train d'essayer de transformer ces heures de face à face avec du travail qui est fait avant, avec une série de classes inversées, les élèves sont pas les heures de présentiel sont tirées pour la dualité de ce qu'elle a appris à mettre en application sur des projets complexes, des choses comme ça.
faire des exercices collectifs, que le temps de présentiel, il sera vraiment fait faire des choses qu'on ne peut pas faire chez soi. C'est un peu du modèle étudié aux États-Unis et en Amérique. Modèle américain et beaucoup, avec beaucoup de lectures qui préparent des modèles un peu plus poussés et plus un plan magistral sur lequel on vient apprendre le contenu et puis après il y a des mises en pratique qu'on va faire un peu chez soi. Et puis, normalement, en école d'ingénieur, on a très peur que les étudiants ne travaillent pas, ils sont en classe, on est 40 heures de cours et PP pour être sûr que au moins pour 40 heures ils font quelque chose. Et résultat, il n'y a aucun espace de travail. Moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré 15% des heures de cours. Et après, Un TP ou exo, etc. Je ne me suis jamais éclaté à faire ça. Je pense que là où les élèves ingénieurs s'éclatent le plus et appliquent le plus et apprennent le plus, c'est dans les associations, quand ils ont des projets concrets sur lesquels ils travaillent. Ouais, mais moi, voilà quoi. Il y avait dans les projets sur lesquels on pouvait travailler pour de l'année, le projet de deuxième année, il y a un prof qui a proposé une fois de faire un quart. Tous les élèves étaient un peu dessus. Là, on s'éclate. J'arrive en TP à préparer mes examens, etc. Par contre, ça demande de l'infrastructure, ça demande des espaces de prototypage, ça dépend des projets et des écoles. Parce que s'ils veulent faire un code, oui, donc ça, nous on fait de l'urbanisme, alors c'est pas du prototypage, mais il faut pouvoir faire des maquettes, des plans, etc. On est en train de transformer nos espaces, les écoles qui sont déménagées sur cette règle, au fil du déménagement, on crée des bâtiments différents, des salles de classe, des restaurants, etc. On est en train de transformer nos espaces, on est en train de transformer nos pédagogiques. On donne des projets aux élèves, ils travaillent un peu plus, on donne des exercices. C'est en cours de mutation. C'est intéressant parce que ça. Est-ce que vous pensez que ça sera possible un jour? Je rêve de pouvoir payer un abonnement un peu comme Netflix pour que je puisse me lancer dans une école, suivre les cours. La demande, je sais pas, tiens, il y a un cours de semestre, j'aimerais juste faire ça. Oui, j'aimerais juste faire ce cours-là. Et voilà, je paye une cotisation, mais je ne paye pas une formation complète de 30 000 euros. Parce que moi j'ai fait un master spécialisé, donc c'est marrant. Mais là aujourd'hui, dans le cadre de ma formation continue, l'entreprise, en tout cas les entreprises françaises ne sont pas, très peu. Ils intègrent ça dans leur moi je rêve de payer ou de faire ma boîte pour aller une fois par mois, 2 fois par mois, assister à un cours, pour mettre le jour, pour apprendre à apprendre. Alors, ce que nous fait on peut le faire dans nos écoles, c'est on peut le faire Encore une fois, les gens qui ont l'argent, ils ont compris. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens impliqués. On va avoir quelqu'un qui est assis au fichu à glace et puis qui n'est pas dans la dynamique de l'apprentissage. Si le gars il a sorti l'argent, il fait l'effort de venir sur place, il fait l'effort d'aménager son emploi du temps par rapport à son job. Oui, mais ils ont récupéré ça. On a des tarifs pour les gens qui renoncent une année pour 2 cours, on leur fait pas le travail. Et donc on pourrait à ce moment-là. La question c'est est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. Mais ça y est. Maintenant pour avoir une critique comme dans l'aéronautique, dans l'aviation, les dernières places, les secondes places, on fait comme ça, on commence à recevoir des masters spécialisés qui sont abordables partiellement. Donc en gros,
deux comme ça. On a 3 certificats qui font 150 heures. Quand on les a suivis 3 dans son master spécialisé, on en suit 1. C'est quoi la difficulté principale? C'est d'avoir un si on coupe, c'est d'avoir quand même quelque chose qui soit limité, c'est d'avoir des briques assez faire, c'est d'avoir des certifications qui sont nécessaires à l'État, ou un peu international. Il n'y a pas de vraie difficulté, il y a juste de savoir ce qu'on peut faire. Il y a une question de dynamique sur certains points. Et ça peut être au contraire assez difficile d'avoir des gens qui utilisent ce relais. Certains cours qui ont fait de la valeur pour c'est vérifier l'engagement. Et voilà. Donc il y a des formations de jour, on s'aperçoit de temps en temps, il y a des gens qui viennent de province suisse et pour là parce qu'ils ne sont pas très loin des grands magasins qui sont payés de à Paris par exemple. On sait ces trucs-là. Sur de chaussée, on n'a pas nos étudiants et tout ça, donc il n'y a pas de très grave. C'est du cours sérieux. Et vérifier que ça va aller bien dans la limite parce qu'il y a une école qui est c'est plutôt ça. Et le sujet c'est si je le fais pour un étudiant de 10 ans, je ne sais pas le faire, ça me coûte l'argent de process, etc. Je décide industriel et 10% des gens qui sont dans les salles de classe viennent comme ça. Voilà, la ferme de ma famille, est-ce que vous pensez vous orienter ou adopter d'une façon ou d'une autre le modèle américain? Parce que dans toutes les formations, je sais pas vous en parler, il y a toujours une date de temps, toujours une définition. La formation initiale en 5 ans, c'est 42, aux États-Unis, on s'est créé. Est-ce que c'est une notion de crédit? Enfin, moi, je fais un master of science ici. On m'a demandé de prendre l'équivalent d'1 an et demi de crédit parce que d'habitude, les étudiants